Alors, on a demandé aux clients qu'est-ce que vous appréciez beaucoup dans le online shopping. Je peux le faire quand j'ai envie de le faire, par exemple le soir lorsque les enfants sont au lit, l'indépendance que j'apprécie. Je suis indépendante du lieu et du temps. Je ne dois pas me mettre dans des foules, mais je peux le faire tranquillement depuis la maison. En ligne, j'ai la possibilité de regarder un peu à droite et à gauche. Oui, je peux bien comparer les prix. Ça me tient à cœur. J'adore ça. Souvent, quand j'achète des choses en ligne, elles sont meilleures marché que ce que j'achète dans les points de vente. Je reçois une meilleure information que dans les points de vente. Je reçois des informations plus amples, je peux regarder les évaluations des autres clients, je peux regarder les ratings, je peux regarder les feedbacks des clients et j'ai beaucoup moins de pression que s'il y a quelqu'un à côté de moi. Donc pour moi, c'est vraiment un gain de temps. Et pas seulement de temps, mais aussi de quantité de matériel auquel j'ai accès surtout. Et qu'est-ce que vous achetez en ligne? Par exemple, des vêtements deuxième main pour les enfants, des installations hi-fi, des livres, des ordinateurs, des écrans, des caméras, des smartphones, n'importe quoi. Des articles électroniques, j'achète des choses pour le quotidien, pour les gamins, des livres, des chaussures, des vêtements, des meubles chez Ikea. Si des meubles, ça peut être du matériel électrique que j'achète de temps en temps aussi. J'achète des offres pour le jardin, pour l'extérieur. Pour l'instant, je cherche une petite table, un petit sideboard. Je cherche ça en ligne et je suis sûre que je vais commander ça en ligne, des meubles. Mais plutôt après l'avoir vu en point de vente, comme ça c'est plus simple de commander en ligne. Chères participantes et chers participants, nous vous souhaitons la bienvenue à l'occasion de la 4e séquence de notre événement numérique, le Bois 4.0. Aujourd'hui, nous allons parler du changement des besoins des clients. Ce sujet rejoint la dernière séquence à laquelle nous vous avions présenté notre contrôle de la stratégie et des modèles d'entreprise. Entre autres, M. Caranta de Forba a démontré comment une nouvelle forme de collaboration est possible grâce au réseau numérique. Aujourd'hui, les clients et leurs besoins doivent être au centre des préoccupations. Nous souhaitons prendre le pouls des clients, c'est pourquoi nous leur avons demandé leur avis. Vous avez déjà vu quelques-uns de ces avis et au cours de la séquence, nous allons vous montrer d'autres témoignages de clients. La manifestation d'aujourd'hui sera à nouveau traduite simultanément. Vous avez donc la possibilité de changer de canal de langue. Moi, d'ailleurs, je m'appelle Norbert Winterberg. Je représente aujourd'hui Rolf Baumann qui nous guide habituellement tout au long de l'événement. Je suis directeur adjoint de l'Institut pour la construction numérique et l'économie du bois de la Haute École spécialisée bernoise et co-directeur de l'initiative Forêt et Bois 4.0. Je salue particulièrement les romans et vous souhaite la bienvenue à cette séquence sur le thème de l'évolution des besoins des clients. Mon nom est Marc-André Gonin, je suis co-directeur de l'initiative Forêt et Bois 4.0. Dès maintenant, une traduction simultanée vous permet de suivre en français la séquence sur le canal français. La durabilité. Est-ce que toi aussi est-ce que tu dépenserais des montants plus élevés pour le online shopping? Oui, pourquoi pas. Toutefois, à ce moment-là, probablement, je connais déjà un peu le produit. Un des critères pour moi, c'est que je connaisse un petit peu ce que ça va être comme matériel, que je sache un petit peu quelle sera la qualité de la matériel. Bien sûr, il faut aussi faire confiance au site pour être sûr que ça va fonctionner. On a déjà acheté un canapé qui a coûté plus de 1000 francs, mais j'ai tout d'abord regardé ce canapé dans le showroom. Les conditions pour que tu achètes encore plus en ligne, des images et des descriptions. Il faut avoir de belles images, des descriptions complètes pour que j'achète davantage. Mieux vaut avoir une photo de trop que pas assez de photos. Et si possible, des vidéos aussi. Des vidéos où des gens me montrent quelque chose et m'expliquent. Pour moi, ce qui est très, très important, c'est d'avoir un processus de paiement simple
Ce que j'aime bien, c'est Twint. Est-ce que c'est simple de renvoyer le produit? Qu'il y ait une description qui soit très précise de la chose. Par exemple, il faudrait que je sache exactement quelle taille il a, que je sache exactement, comme je pourrais pas le toucher, là il faut que je sache quel type de matériau c'est. Et puis, je reste sur des sites web qui sont bien programmés. Le site web doit être joli à regarder, sinon j'achète rien. Parce que sinon, j'ai pas confiance en ce produit final. Quel est le rôle joué par la possibilité d'adapter les caractéristiques du produit? C'est super si on a un configurateur qui est stable, qui est facile à manipuler, qui est rapide, où je dois pas télécharger une appli supplémentaire. C'est génial de pouvoir adapter le produit. Un tel configurateur, c'est bien. La possibilité, par exemple, d'acheter une fonctionnalité supplémentaire comme pour les logiciels. Donc, oui, je peux vraiment tout mesurer et me composer mon propre meuble qui correspond à mon appartement comme les meubles de fond bar. Ça, c'est un avantage d'avoir un configurateur. Pour les configurateurs, on peut utiliser de nouvelles technologies. Moi, si par exemple, je peux regarder ma salle de séjour avec une caméra et que je peux y placer un nouveau meuble, ça m'aide beaucoup et ça va énormément m'aider à l'avenir pour prendre ma décision. Nous avons entendu les clients et on voudrait bien vous présenter 3 contribution principale. Tout d'abord, nous aimerions aborder le thème de l'évolution des besoins des clients dans une perspective plus large. À cette fin, nous avons pu recruter l'un des plus grands futurologues de Suisse, M. Georges Théros. Ensuite, cela devient concret. M. Manfred Lehmann de la société Vago nous emmène à la Customer Journey, au parcours client et nous montre comment il essaye d'inspirer les clients à l'aide du Customer Experience Management, de la gestion des expériences des clients. Et enfin, nous revenons à notre contrôle de la stratégie Forêt et Bois 4.0 que vous connaissez grâce au dernier événement. Une partie de ce contrôle est consacrée aux besoins des clients. Cette partie vous montre une possibilité avec laquelle vous pourriez aborder notre sujet aujourd'hui. Tout au long de l'événement, vous aurez la possibilité de poser des questions dans le canal F&A. À la fin, M. Lehmann, Mme Nadia Riedweg et moi-même allons essayer de répondre aux questions. Nadia Riedweg a développé la partie sur les besoins des clients dans le cadre du contrôle de la stratégie. Malheureusement, M. Georges Théros ne peut pas être présent en direct aujourd'hui. Nous espérons vivement qu'il y a quelque chose dans cet événement que vous pourriez emporter avec vous pour votre travail et nous vous souhaitons une heure passionnante. Série d'événements numériques, des outils pour votre avenir. Notre invité d'aujourd'hui, c'est un des grands futurologues de Suisse qui a son propre institut de futurologie à Lucerne. Depuis 1997, il analyse les forces motrices du changement social, contribuant ainsi à rendre l'avenir concevable. J'attends avec impatience l'interview de Georges Théros. Bienvenue et merci de consacrer quelques minutes pour répondre aux questions. Bonjour. Il s'agit donc de pouvoir prendre aujourd'hui de meilleures décisions qui seront encore valables demain. La futurologie n'a rien à voir avec la voyance ou une boule de cristal. Quels sont donc les facteurs et les faits qui vous permettent d'envisager l'avenir ? La futurologie est une discipline, c'est-à-dire qu'elle dispose de méthodes pour traiter les questions relatives à l'avenir. Il s'agit par exemple de construire des scénarios et de comprendre les méga-tendances ou d'utiliser les études de Delphi pour tenter d'évaluer les conséquences de la technologie. Vous avez déjà mentionné le mot-clé, ces méga-tendances sont très importantes dans le domaine de la futurologie. Dans quel domaine de la société rencontrons-nous ces méga-tendances ? Partout. Les méga-tendances se caractérisent par ce qu'on appelle un effet ubiquitaire, c'est-à-dire qu'elles jouent un rôle partout, dans tous les secteurs économiques, dans la culture, dans les affaires et dans la politique. Je décris moi-même 16 méga-tendances différentes. 3 d'entre elles sont en train d'émerger.
c'est-à-dire qu'elles ne sont pas encore suffisamment présentes à long terme et peut-être pas encore ubiquitaires, mais elles le deviendront. C'est mon pari sur l'avenir. Nous y reviendrons dans une minute. Peut-être tout d'abord la question de savoir quel type d'horizon temporel vous avez dans votre discipline à l'avenir des mégatendances. Cela dépend toujours de la question de savoir combien de temps à l'avance il est judicieux de traiter les mégatendances. Mais les mégatendances sont des évolutions à long terme, c'est-à-dire que certaines d'entre elles existent depuis des décennies et on s'attend à ce qu'elles continuent à façonner l'avenir pendant les 20 ou 30 prochaines années. Les mégatendances dont je parle nous guident encore pour les 10 à 20 prochaines années. Permettez-moi de jeter un rapide coup d'œil en arrière avant de regarder vers l'avenir. Quel a été le moteur des mégatendances de la dernière décennie? En fait, il existe plusieurs mégatendances qui jouent un rôle majeur, mais ce qui est complètement nouveau ces 20 dernières années, c'est bien sûr toute la numérisation et la connectivité. Il était impossible d'en estimer les dimensions il y a 20 ans. J'ai des collègues, et je ne cite pas de nom, qui ont dit il y a 20 ans, l'Internet est surestimé. Eh bien, c'était un faux pronostic classique. Enfin, l'Internet en tant que tel, quel a été un autre moteur de cette numérisation? L'invention du smartphone peut-être? Le smartphone n'est pas une méga-tendance, mais un élément de la méga-tendance de la numérisation et de la méga-tendance de la connectivité. Le smartphone est aussi déjà une application de l'une des prochaines méga-tendances, à savoir l'intelligence artificielle. Nous avons déjà beaucoup d'intelligence artificielle dans un smartphone classique. Examinons maintenant ces méga-tendances. Vous décrivez vous-même 16 méga-tendances. Selon vous, quelles sont les 2 ou 3 méga-tendances les plus importantes parmi ces 16 méga-tendances et pourquoi? Cela dépend toujours du type de questions qu'on se pose pour juger lesquelles de ces méga-tendances sont particulièrement importantes. Il existe des méga-tendances qui montrent que la population mondiale est plus importante, que la population mondiale est plus âgée et que la santé augmente. Mais si vous me demandez quelles sont les nouvelles méga-tendances vraiment passionnantes, je dirais qu'il y en a 3. J'ai déjà mentionné l'intelligence artificielle, la deuxième méga-tendance est la biotransformation et la troisième méga-tendance est la blockchain. L'intelligence artificielle nous permettra d'automatiser des choses qui nécessitent encore le travail de l'homme aujourd'hui. Nous pouvons déjà le constater aujourd'hui dans l'évolution de diverses professions. Par exemple en médecine, en droit, mais même les véhicules autonomes dépendent de l'intelligence artificielle. La biotransformation décrit le fait que nous sommes capables d'améliorer la biologie nous-mêmes. Nous serons en mesure de changer la structure génétique de tous les êtres vivants. Je suppose que cela touchera tous les domaines. Ce sera donc une méga-tendance. La blockchain est peut-être la méga-tendance la plus difficile à appréhender. À mon avis, l'élément central de la blockchain est que nous pouvons automatiser la confiance. Que signifie l'automatisation de la confiance? Permettez-moi de vous donner un exemple simple. L'Office du registre foncier. L'Office du registre foncier est une instance de confiance. Lorsque je vends une maison, je la fais inscrire au registre foncier. Il s'agit d'établir si je suis le propriétaire et si je peux vous transférer la propriété. Avec cette inscription au registre foncier, il vous est imposé de reprendre les droits et les obligations que j'ai dû contracter. Nous avons donc ici une autorité intermédiaire qui veille à ce que tout soit en ordre. La blockchain rendra ces choses automatisées et infalsifiables à l'avenir. Grâce à la blockchain, nous pourrons à l'avenir conclure de tels accords entre nous. Notre série d'événements actuels porte sur la numérisation, en particulier dans le secteur de la construction. Que prévoyez-vous pour le secteur de la construction? Le secteur de la construction est l'un des secteurs dont on dit que la numérisation n'a pas encore atteint un niveau qu'elle a peut-être atteint dans d'autres secteurs. Et pourquoi? Pourquoi à votre avis?
Probablement parce que l'industrie de la construction en Suisse est encore très organisée au niveau national. Il lui manque la forte pression contractuelle d'une économie mondialisée. De plus, l'industrie de la construction est souvent encore organisée selon les métiers. De nombreuses PME y sont actives, l'artisanat y joue un rôle très important. J'ai entendu dire que de nombreux constructeurs peuvent corriger des erreurs dans les plans encore sur les chantiers. À l'avenir, cependant, la numérisation jouera certainement un rôle majeur. Le mot-clé est le Building Information Modeling, la modélisation des informations du bâtiment, le BIM, grâce auquel l'interaction de tous les acteurs du chantier est organisée. Et cela va encore plus loin. À l'avenir, le BIM accompagnera tout le cycle de vie du bâtiment. La réalité virtuelle jouera également un rôle très important. Pour la plupart des gens, il est très difficile de se faire une idée de ce à quoi ressemblera le bâtiment sur la base d'un plan et de savoir comment on pourrait s'y déplacer et quelle sera la vue. Tout cela peut être parfaitement visualisé avec ces jumeaux numériques et ces lunettes de réalité virtuelle. Et pourquoi pensez-vous que le secteur de la construction est toujours à la traîne? Pourquoi est-il difficile de franchir la prochaine grande étape dans le secteur de la construction? Je ne peux pas vous donner beaucoup d'autres raisons. Pour cela, il faudrait probablement que je sois un expert reconnu dans le secteur de la construction. L'une des raisons est que l'artisanat est toujours au premier plan et que la grande pression concurrentielle fait toujours défaut. D'autres secteurs, comme l'industrie pharmaceutique, par exemple, sont confrontés à une concurrence très mondialisée. Ce n'est pas le cas pour le secteur de la construction dans la même mesure. Le séminaire numérique d'aujourd'hui porte également sur l'évolution des besoins des clients. C'est une question idéale pour un futurologue. Comment les besoins des consommateurs vont-ils évoluer au cours des prochaines 10 années? Diverses mégatendances y jouent un rôle. L'une des grandes tendances que je voudrais mentionner est l'individualisation. L'individualisation est une vieille méga-tendance, mais elle continuera d'avoir un impact au cours des 10 à 20 prochaines années. Cette méga-tendance est de grande envergure et très importante. L'individualisation signifie qu'une personne doit entretenir une relation très intense avec elle-même dans le présent et aussi dans le futur. Mais quels sont les effets de cette méga-tendance? Cela signifie par exemple que les gens aiment avoir des produits et des services sur mesure. Ils ne veulent pas disparaître dans la masse. Ils ne veulent pas être considérés comme la masse. Ils veulent recevoir ce qui leur convient. C'est-à-dire que les gens veulent avoir des produits taillés sur mesure et uniques. L'individualisation signifie également que plus de personnes que par le passé veulent participer à la planification et à la construction. C'est ce qu'on appelle la co-création, ce qui signifie que les gens seront impliqués. La construction est très intéressante sous l'angle de la mondialisation et de l'accélération. Ce sont deux méga-tendances qui façonnent notre époque et notre avenir. Je dois ajouter ici que de nombreuses méga-tendances ont une contre-tendance. Cette contre-tendance est globalement plus faible, mais peut être très importante pour certaines industries, produits et services. Prenons le mot-clé mondialisation. La tendance inverse est la localisation, surtout en ce qui concerne la construction. Nous vivons dans un monde très accéléré et nous recherchons en même temps des oasis de décélération. Quoi de mieux que votre propre maison? C'est l'endroit parfait pour décélérer les choses. Dans ce monde accéléré, nous souhaitons avoir un espace de calme, de sérénité. Et votre maison propre vous offre cet espace. Donc, si vous parvenez à servir cette contre-tendance, et je pense que le bois est prédestiné pour cela, alors vous avez une opportunité aussi dans cette contre-tendance. Une autre méga-tendance qui joue un rôle est certainement le développement démographique. Nous sommes de plus en plus nombreux et surtout nous vieillissons. Dans 20 ans, un habitant sur 4 en Suisse aura plus de 65 ans. Parlons du bois. Et
J'ai mes propres expériences car récemment, j'ai fait poser mon propre parquet dans la maison. Et pour moi, il était très important de ressentir la structure de ce plancher en bois, de le toucher, de pouvoir toucher ce plancher à la maison, ce qui est extrêmement important avec le bois. Le toucher versus la numérisation, n'est-ce pas une contradiction? La contredanse que j'ai évoquée dans le contexte de l'accélération pourrait naître dans le cas de votre exemple aussi. Comme le virtuel et le numérique sont de plus en plus présents, il y a un désir croissant pour l'haptique, le tactile et le sensuel. Dans ce domaine également, il existe une énorme opportunité pour le bois. Le bois y joue un rôle majeur. Que recommandez-vous aux entreprises de la filière bois? Que devrait-il faire pour aller de l'avant? Dans mes remarques, on a jusqu'à présent oublié que le bois a une très bonne réputation parce que le bois sert bien l'une des grandes tendances de l'avenir, à savoir l'écologisation. Le bois est une matière première recyclable. Le bois a un bilan CO2 équilibré. Le bois est donc le matériau de construction le plus tendance de l'avenir dans le contexte du changement climatique. Il m'est difficile de faire des recommandations concrètes parce que je ne connais pas le secteur et que j'ai la vision globale d'un futurologue. En général, cependant, il est important que tout un chacun qui se positionne ait ses propres idées et renforce et affirme encore plus ce qui le fait avancer. Et dans le même temps, cette personne doit systématiquement observer les tendances qui se dessinent à l'horizon, mais il ne doit pas se contenter de suivre les tendances, il doit chercher en fonction de ses propres idées et de ses tendances émergentes où il peut se développer davantage et réaliser ses idées. Où peut-il intégrer ses besoins et exigences changeantes et les conditions cadres qui changent dans ce qu'il a toujours été? Venons-en à la situation actuelle. Nous vivons à l'ère du coronavirus. Est-ce que ce sera également un moteur qui dirigera les prochaines années dans une nouvelle direction? Il est encore trop tôt pour le dire. En ce moment, nous sommes en plein dedans. Et lorsque vous êtes en plein dedans, vous avez tendance à surestimer le potentiel du changement. On ne peut cependant pas exclure la possibilité que le coronavirus change l'avenir. Je pense que de nombreuses méga-tendances nous occuperont davantage que le coronavirus et que les pandémies, mais c'est un risque qui nous accompagnera toujours. Le coronavirus ne disparaîtra pas. Je ne partage pas l'espoir de la vaccination. Bien sûr, il y aura un vaccin, mais cela ne résoudra pas le problème. Ce qui sera décisif, c'est de savoir si la société ou la politique parviendra à faire une évaluation des risques qui ne soit pas motivée par une certaine hystérie que je ressens en ce moment. Il s'agit de classer les risques dans une multitude de risques qui font partie de la vie. La vie est risquée. Et nous devrions faire ce que nous pouvons pour éviter de courir des dangers inutilement et par négligence. D'autre part, seul celui qui est mort est sans risque. Je ne veux pas terminer cette conversation par une discussion sur les épidémies et les pandémies. Je voudrais vous demander de nous donner des perspectives positives pour l'avenir. L'avenir n'est pas simplement un destin qui nous tombe dessus. Cela dépend beaucoup de notre capacité à saisir les opportunités qui se présentent. Je ne nie pas que nous sommes confrontés à des grands défis, mais inversement, il faut se demander qui veut réellement vivre au paradis. S'il n'y avait plus de tâches à résoudre, l'être humain change, nous transformons, c'est notre ADN. Et je suis optimiste et je pense
que nous allons continuer à changer. Je suis optimiste. Je suis optimiste que nous avons les capacités pour relever tous les défis. Nous, les êtres humains, nous sommes intelligents, nous sommes créatifs. Et si vous allez multiplier les deux, vous avez la technologie. C'est notre stratégie de survie. Et nous avons de bonnes technologies à notre disposition. Et la troisième chose qui nous caractérise, c'est notre capacité de nous adapter. Les humains vivent dans la glace éternelle. Les humains vivent à la lisière du désert. Les humains vivent dans les arbres. Les humains vivent partout. Donc, nous avons cette capacité de nous adapter. Bien entendu, il faut s'adapter à différentes choses. Il faudra également se comporter différemment, mais nous sommes à même de le faire. Georges Théros, merci beaucoup pour cet entretien fort intéressant. Voilà, viendront d'autres petits commentaires avec des films de la branche du bois. Et ensuite, nous allons souhaiter la bienvenue à Manfred Lehmann, qui est le directeur du marketing et de la société Vago Contact SA. Il va nous présenter son Customer Journey. Il va nous dire pourquoi son entreprise et clients sont tellement enthousiastes. On a demandé B2B. Est-ce que vous utilisez des canaux en ligne pour vos processus d'achat? Si possible, nous essayons d'utiliser tous les canaux en ligne et de commander tout en ligne. Le fax, c'est démodé, c'est vieillot et la poste, de toute manière, n'est plus un canal de commande. Oui, nous le faisons relativement souvent. Parce que grâce aux commandes en ligne, on peut bien définir ce qu'il faut, on a le numéro de commande, etc. Tout est clair, donc tout le processus de commande est clair et net. Oui, nous avons différents canaux de commande, par exemple comme les avantages et les inconvénients des achats en ligne, on peut acheter, commander quelque chose à tout moment, ça n'est pas compliqué et en même temps, on a l'engagement écrit. L'avantage, c'est qu'au bout de quelques secondes, vous avez la confirmation de commande qui arrive chez vous rapidement, si possible générée de manière automatique. L'inconvénient, c'est que je perds un petit peu le feeling du marché. Et c'est pourquoi le bois massif, on le commande chez le fournisseur ou bien au téléphone. Parce qu'on va peut-être vous dire, attention, il y a peut-être le prix de chaîne qui va grimper. Et ça sont des informations stratégiques hyper importantes dont on dit, tiens, il faut tout de suite acheter un petit peu de chaîne car l'année prochaine, ça sera plus cher. L'avantage, c'est clair, c'est très rapide. C'est faisable à tout moment. On peut le faire à 6 heures du mat aussi, sans autre. L'inconvénient, il faut tout installer, tout programmer avant que cela fonctionne. Commençons par les inconvénients. Les inconvénients, c'est que le contact humain se fait rare. Et à la fin, c'est le networking aussi, le réseautage, malheureusement, qui disparaît un petit peu. On ne peut pas vraiment essayer de marchander avec le fournisseur. Vous n'avez pas ce contact direct. L'avantage, c'est que la commande est placée rapidement. Le Customer Experience Management, la gestion de l'expérience client, Manfred Lehmann. Bonjour et bienvenue, je m'appelle Manfred Lehmann. J'ai l'occasion de parler pendant 15 minutes pour vous présenter notre projet Gestion de l'expérience client. J'ai divisé ma présentation en 3 sujets. Tout d'abord, je vous dirai pourquoi nous parlons de l'expérience et de la gestion du client chez Vago. Ensuite, je présenterai le projet Customer Experience 2014. En 2014, nous avons commencé avec le projet Experience, l'expérience client, que je vous présenterai brièvement. Ensuite, je tracerai les perspectives des tendances, où en sommes-nous aujourd'hui et à quoi ressemblera l'expérience du client à l'avenir. Vago. Vago est un fabricant de technologies de connexion électrique. Tous ceux qui sont impliqués dans la branche de l'ingénierie électrique, quelque part dans l'industrie de la construction, connaîtront, espérons-le, la marque Vago. Aujourd'hui, cependant, nous travaillons aussi beaucoup dans le domaine de l'automatisation, par exemple en construisant des maisons intelligentes, et nous sommes également actifs dans les bâtiments intelligents, dans les bâtiments fonctionnels. Nous sommes une PME qui emploie 8500 personnes et nous réalisons un chiffre d'affaires annuel de près d'1 milliard d'euros dans le monde entier. Pourquoi faut-il l'expérience du client? Pourquoi est-elle si importante pour nous?
Dans le monde actuel, où de nombreux produits et services sont très similaires, nous devons nous assurer que nous sommes dans l'esprit des clients et dans les têtes des clients. Nous devons être uniques. Pour nous, chez Vago, cela signifie ce qui suit. Ce que vous voyez là, ce sont nos bornes. Au milieu, vous pouvez voir un électricien qui installe actuellement nos bornes dans une armoire électrique. Les autres bornes proviennent du concurrent A et du concurrent B. Vous pouvez voir ici qu'il s'agit de bornes grises. Il y a un levier orange et les spécifications techniques de ces produits sont en fait uniformes. Il n'y a donc plus de caractéristiques qui permettent de différencier les produits. La différenciation dont nous avons besoin pour rester dans les esprits et les têtes de nos clients n'est donc possible que par une expérience client. Il s'agit donc d'offrir une expérience, un vécu au client. J'en viens maintenant au projet que nous avons lancé en 2014. Je vais maintenant présenter brièvement. En 2014, nous avons commencé à réfléchir à l'expérience du client. Nous nous sommes demandé quelle est l'expérience du client avec notre entreprise. Vous pouvez voir ainsi que nous avons mené une enquête de satisfaction auprès des clients tous les 2 ans à partir de 2014. Comment avons-nous procédé? Vous pouvez voir ici que nous avons établi un parcours client, une Customer Journey. Nous avons montré le parcours du client dans notre entreprise. Regardez, nous avons ici ce 8 couché. Sur la gauche, vous voyez tout le domaine achat et sur la droite, vous voyez le domaine où le client utilise nos produits. Les points rouges sont les touch points, les points de contact. À chaque point de contact, le client entre en contact avec notre entreprise. Au touch point 1, il s'agit par exemple de la perception. Le client nous a vus quelque part sur Internet. Il a un besoin quelconque et cherche un produit quelque part, en ligne par exemple. Ensuite, nous avons le touchpoint 2 qui concerne l'information. Dans le monde d'aujourd'hui, si vous avez besoin de plus d'informations sur un produit, vous devrez probablement donner votre adresse électronique quelque part afin d'obtenir ces informations plus détaillées. Puis vient le touchpoint 3 qui concerne l'offre. Le client veut un prix. C'est à nouveau un point de contact avec notre entreprise. Touchpoint 4, c'est la commande. À nouveau, un autre point de contact. Il s'agit par exemple de la boutique en ligne. Est-ce qu'il est facile de commander des produits en ligne chez nous? Le client peut nous appeler au téléphone, nous envoyer un email, nous envoyer un fax ou bien commander directement via la boutique en ligne. Le touchpoint 5 est la livraison, qui est généralement un point de contact qu'on oublie facilement. Cependant, la livraison est très importante car c'est la première fois que le client entre en contact avec notre produit. Le client déballe le produit. L'emballage est également très important. On voit souvent cela avec les appareils de chez Apple. L'emballage doit également refléter l'expérience globale d'un iPhone. Vient ensuite le touchpoint 6, qui est l'utilisation du produit. Nous parlons aussi du secteur des maisons intelligentes, Smart Homes. Nous proposons des solutions complètes que le client doit mettre en service. Est-ce qu'il est facile d'utiliser et de mettre en service nos produits? Le client dispose-t-il des documents nécessaires? La mise en service a-t-elle fonctionné? Et dans quelle mesure a-t-elle été facile? Au touchpoint 7, nous devons tenir compte du fait qu'il peut y avoir des problèmes. Il est possible que le client n'ait pas été en mesure de mettre le produit en service correctement. Il a peut-être une question. Quel est notre temps de réaction, par exemple? Ou bien une réclamation. Qu'est-ce qui se passe si jamais le client a un truc qui ne fonctionne pas? Comment est-ce que nous gérons les réclamations? Tout ceci est un touchpoint important aussi pour entrer en contact avec nous. Et tout à la fin,
Tout à la fin, pour rester dans ce 8 couché, nous souhaitons que le client recommande chez nous. Et c'est le fameux cross-selling et upselling, la montée en gamme. Il est donc important que le client ait eu une bonne expérience auparavant, parce qu'on a bien réagi. Le client a eu une bonne expérience et nous essayons ensuite de les vendre davantage de nos produits. Nous avons ensuite mené des entretiens internes sur la qualité et en externe, nous avons interrogé les clients dans le cadre d'une enquête. Nous voyons ici les résultats qui sont revenus. Vous pouvez voir ici que notre courbe est relativement plate. L'utilisation de nos produits enthousiasme nos clients, mais sinon notre courbe est plutôt plate. Donc nous ne sommes jamais mauvais, mais notre courbe est plutôt plate. Le tout a été communiqué en interne. Et il faut communiquer les informations à toute l'information. Ensuite, nous avons construit ce tableau de bord. Sur ce tableau de bord, vous voyez 2 fois des feux verts. Cela signifie que nous sommes très bons. Nous sommes un peu moins bons au feu rouge. Les chiffres que vous voyez ci-dessus, ce sont les points de contact individuels. Et les zones marquées d'étoiles sont des zones où nous devons faire quelque chose. Ensuite, nous avons organisé un atelier. Nous avons réfléchi à la manière dont nous pourrions améliorer les mauvais points de contact pour nos clients. Nous avons réfléchi à la manière dont nous pourrions offrir à nos clients une expérience unique. Sur cette diapositive, vous pouvez voir comment nous envisageons le parcours idéal de nos clients à travers notre entreprise. Nous voyons ici le touchpoint numéro 2, où nous voulons inspirer nos clients à l'avenir. Nous voulons bien informer nos clients et nous voulons être le partenaire du succès de nos clients. Le parcours client sera bien meilleur parce que nous avons quelques points qui peuvent inspirer les clients. Il est également important que les besoins des clients et notre présence sur le marché, c'est-à-dire ce que le client perçoit de nous, correspondent à la promesse de notre marque. La promesse de marque est notre ADN. Nous sommes innovants, nous sommes orientés vers la solution et nous avons une bonne qualité. Nous avons cherché à savoir s'il existe une corrélation entre la promesse de notre marque et les besoins des clients. L'interaction entre la promesse de la marque et les besoins du client est très importante. L'expérience client en 2020. Comment travaillons-nous aujourd'hui? Et comment voyons-nous l'avenir? Le monde tourne très très vite aujourd'hui à l'ère de la numérisation. C'est pourquoi nous avons décidé de franchir une nouvelle étape. Nous avons reconstruit notre expérience client une fois de plus. Aujourd'hui, nous réfléchissons à de nouveaux points de contact avec les clients. Ces nouveaux points de contact avec clients se retrouvent de plus en plus dans les chaînes numériques. Nous essayons également d'en tirer de nouveaux modèles d'affaires. Nous nous sommes fixés 2 objectifs pour ce nouveau projet. Nous ne mesurons plus l'expérience des clients tous les 2 ans, mais à l'avenir, nous mesurerons l'expérience client dans le cadre des différents processus. Le deuxième objectif est le suivant. Dans le monde numérisé, nous travaillerons beaucoup plus avec des données. Nous voulons développer la gestion de l'expérience client basée sur les données. Ici, vous pouvez voir que le projet est maintenant très différent. Le projet est beaucoup plus divisé. Vous pouvez voir par exemple que nous mesurons maintenant l'expérience client à l'intérieur du processus. Par exemple, pendant la livraison. Un client a par exemple reçu un colis. 1 jour ou 2 jours après avoir reçu le colis, nous demandons au client quelle expérience il a eue avec le colis.
Cette question est envoyée par courrier électronique. Il en va de même dans le cas d'une réclamation, par exemple. Si le client a une réclamation, nous passons d'abord par cette procédure interne. Nous espérons pouvoir apporter une réponse satisfaisante au client. Nous espérons pouvoir ensuite, nous demandons ensuite un jour après cette réponse dans quelle mesure le client a été satisfait de notre procédure de gestion de la réclamation. Tout à l'heure, je vous ai montré ce 8 couché. Dans le monde numérisé de 2020, nous parlons de clients hybrides qui changent constamment. Aujourd'hui, nous structurons le parcours client en fonction des groupes de clients. Dans ce cas, par exemple, en constructeur d'installation et en intégrateur de système, deux groupes différents. Le monde va changer radicalement avec le processus de numérisation. Nous devons donc nous tourner vers l'avenir pour savoir ce qui se passera à l'avenir. Nous avons reconnu qu'à l'avenir, les plateformes se mettront entre nous et nos clients. Ce seront des plateformes comme par exemple Amazon ou Google. Et qu'est-ce que cela signifie pour nos futures entreprises et notre business? Un client A, il dira par exemple à son assistant linguistique, comme par exemple Alexa de chez Amazon, je veux commander 1000 bornes sur rail. Pour Alexa, cela signifie que le client veut une de ces bornes sur rail sur la droite. Mais en réalité, Amazon peut fournir ce qu'Amazon a envie de fournir. Et Amazon dira sûrement à l'avenir, je vais construire mes propres bornes. Pour contourner ce problème, nous devons veiller à ce que, grâce à une bonne expérience client, nos clients qui sont des fans de notre marque se comportent comme le client B. Le client B dit alors à Alexa, Alexa, je voudrais commander 1000 bornes sur rail de chez Wago. Amazon n'a donc que la possibilité de fournir des bornes de Wago. Cela signifie qu'à l'avenir, nous gagnerons si nous utilisons les données opérationnelles qui se trouvent dans l'ERP. Par exemple, des données sur les clients, c'est-à-dire quel client a commandé quand, combien d'appels téléphoniques nous avons passés, combien d'offres nous avons faites. Tout ceci, ce sont ce qu'on appelle nos données opérationnelles. O. À gauche, nous devons être à même de traiter les données d'expérience, les données X. Pourquoi le client a-t-il commandé? Quelle a été son expérience? Et le tout, bien sûr, pas seulement avec les clients, mais aussi avec les employés. Car des employés satisfaits, c'est-à-dire une bonne expérience de vos propres employés en entreprise, conduiront à des clients satisfaits. Notre nouvelle stratégie est axée sur les données. À l'avenir, nous serons en mesure de combiner les données O opérationnelles et les données X expérience. J'espère que vous avez pu retirer quelque chose de ma petite présentation et je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci. Alors, de nouveau des questions B2B. Sur la base de quels critères est-ce que vous choisissez votre fournisseur? Chez nous, ce n'est pas seulement le prix, mais c'est la volonté de fournir et de fournir dans les délais prévus, voire tout de suite. Est-ce que le matériel est vraiment fourni? Quelle est la prestation du client tout autour du produit? Est-ce qu'on reçoit des réponses compétentes? Et on veut bien toujours travailler avec le même fournisseur. C'est le prix. Non, je rigole. Justement, ce n'est pas seulement le prix. C'est beaucoup plus. C'est la relation personnelle entre nous et le client et surtout une relation longue. Nous essayons de travailler toujours avec le même fournisseur si c'est possible. Si jamais on a un petit accident, on ne veut pas seulement être un numéro de personnes qui commandent, mais en urgence, on veut pouvoir passer à côté du processus de commande régulier, mais je peux peut-être tout de suite appeler mon fournisseur et dire, écoute Rudy, il me faut tout de suite le matériel et puis ça marche. Est-ce que vous avez une expérience d'achat positive? Une expérience d'achat positive,
C'est par exemple si vous avez un fournisseur qui respecte les délais, si vous êtes sûr que le matériel vous est livré. Le plaquage, par exemple, c'est un sujet difficile. Le plaquage, en règle générale, vous le choisissez toujours sur place. J'ai un fournisseur qui nous fait des photos de tous les éléments de plaquage et qui nous les envoie par email. Ces photos, je peux les transférer au client et dire voilà ce que vous auriez. Sinon, je dois monter dans ma voiture, aller chez le fournisseur, prendre les photos et ça me bouffe la moitié de la journée. Franchement, c'est génial que d'avoir ces photos et ça, c'est convivial. Une belle expérience d'achat numérique. Comme annoncé, nous en venons encore à notre contrôle stratégique. Nous vous l'avons déjà montré dans notre dernière manifestation modèle d'affaires. Aujourd'hui, cependant, nous voudrions nous concentrer sur une partie du contrôle de la stratégie, à savoir les besoins des clients. À l'aide de 8 critères relatifs aux besoins des clients, le contrôle de la stratégie vous permet d'évaluer votre situation actuelle et votre positionnement souhaité. Mais vous en saurez plus après la courte vidéo qu'on va maintenant vous présenter. Vidéo explicative à propos des besoins des clients. Êtes-vous à nouveau en train de vous occuper de votre stratégie d'entreprise ou bien de réfléchir à la manière dont vous pourriez développer votre modèle d'affaires? Ou vous demandez-vous quel autre groupe cible vous pourriez atteindre avec votre offre? Mais quels sont les besoins des clients actuels? Est-ce qu'ils ont changé? Quelle est, par exemple, l'importance du respect de l'environnement? Et est-ce que tout le monde veut vraiment pouvoir commander tous les produits en ligne 24 heures sur 24? Si possible, même faire des adaptations individuelles des produits, et ceci à des prix raisonnables. Mais attention, comment puis-je trouver mon chemin dans cette jungle de questions et aborder les nombreux problèmes de manière plus systématique? Le contrôle de la stratégie gratuite de l'initiative Poré et Bois 4.0 peut vous aider à traiter les sujets pertinents de manière efficace et structurée, à décrire le modèle commercial et à identifier les domaines d'action. Comment procéder? Vous pouvez facilement demander votre connexion gratuite sur le site www.vh40.ch/stratégie-check-vh40. Il vous suffit de saisir votre nom et votre adresse électronique. Dans un délai d'1 jour ouvrable, vous recevrez les données de connexion par courrier électronique. Vous pouvez commencer à remplir le contrôle de la stratégie. Le contrôle de la stratégie couvre en total 6 domaines. L'un des thèmes abordés est le calcul des besoins clients, c'est-à-dire l'objet principal de l'événement d'aujourd'hui. Dans ce cas, le contrôle de la stratégie tient compte de critères tels que l'approche individuelle du client avec des informations pertinentes ou la création consciente d'expériences positives pour le client. Pour chacun des critères, vous pouvez préciser comment vous évaluez la situation actuelle de votre entreprise et quel état vous souhaitez atteindre à l'avenir, c'est-à-dire l'état souhaité. Si vous avez besoin d'aide, notamment pour définir l'état souhaité, vous pouvez vous rendre sur le site www.wh40.ch et télécharger des conseils supplémentaires sur ce site. Vous y trouverez entre autres un document sur les besoins des clients. Dans ce document, vous trouverez des informations sur les méga-tendances. Les 8 critères relatifs aux besoins des clients mentionnés ci-dessus ont été tirés de ces méga-tendances. Vous trouverez peut-être également intéressant de lire 6 exemples de groupes cibles dans ce document où vous pourrez voir quels critères de contrôle de la stratégie sont particulièrement importants pour les groupes cibles respectifs. Il convient alors de les poursuivre en priorité. Voici un exemple pour les représentants d'un mode de vie urbain et durable. Les aspects de l'écologie et de la santé sont particulièrement importants pour ce groupe. Si vous voulez répondre à leurs exigences, vous pouvez vous concentrer sur la fabrication et la vente de produits conformément au principe Zero Waste, c'est-à-dire en évitant les déchets inutiles. À l'aide de ces documents supplémentaires sur le site web, vous pouvez ensuite compléter le contrôle de la stratégie et l'envoyer pour évaluation. Vous recevrez les évaluations dans un bref délai. Pour chacun des 6 domaines, vous recevrez un graphique qui visualise l'état souhaité selon vos spécifications. Sur la base de cette évaluation et éventuellement à l'aide des documents complémentaires sur le site web, vous pouvez alors identifier, hiérarchiser et traiter spécifiquement des domaines
les domaines d'action possibles. Nous sommes heureux de vous soutenir dans ce processus si nécessaire. N'hésitez pas à nous contacter. Avant d'en venir à la séance de questions et de réponses, j'aimerais passer rapidement en revue au moins quelques extraits des contributions. Le futurologue, M. Roos, nous a appris quelles sont les méga-tendances qu'il considère comme centrales pour l'industrie du bois et surtout en ce qui concerne les besoins des clients, à savoir 3. Premièrement, l'individualisation. Cela signifie avant tout des produits taillés sur mesure et l'implication des clients dans la planification et la production, c'est-à-dire ce qu'on appelle la co-création. Deuxième point, les contre-tendances à la mondialisation et à l'accélération, c'est-à-dire la localisation et la décélération. Et troisième grande tendance, l'écologisation. Monsieur Roos est convaincu que le bois est prédestiné aux 2 dernières méga-tendances, c'est-à-dire la localisation et l'écologisation, et que le bois est donc un matériau de construction comme tendance à l'avenir. Ensuite, M. Lehmann, il nous a montré comment Vago veut se différencier de la concurrence avec des produits très similaires, notamment en faisant de l'achat chez Vago une vraie expérience. Pour ce faire, ils utilisent l'approche de la gestion de l'expérience client, Customer Experience Management, en se penchant consciemment sur les besoins des clients et les points de contact, les fameux touch points. Selon lui, l'objectif devait être que le client devienne un fan de votre marque. Enfin, nous avons vu que le contrôle de la stratégie permet aux entreprises d'aborder le sujet de la numérisation aujourd'hui en mettant l'accent sur les besoins des clients. Nous espérons que les contributions vous seront utiles pour votre travail. J'attends maintenant les questions et les réponses et je transmets volontiers à Marc-André Gonin. Nous vous souhaitons la bienvenue de retour. Alors, avez-vous des questions? C'est une question pour la société Vago, pour M. Lehmann. Monsieur Lehmann, que fait Vago si les clients formulent des besoins dans les enquêtes clients auxquels Vago ne peut pas satisfaire? Est-ce que ça va peut-être pas créer un effet négatif? Monsieur Lehmann, vous avez la parole. En principe, il faut savoir que nous ne pouvons pas satisfaire à tous les besoins de tous les clients à 100%. C'est comme ça, en effet. C'est pourquoi dans mon exposé, je vous ai montré que ces touch points, ces points de contact, ne sont pas des points qui enthousiasment le client. Par le passé, c'est que le client, le produit qui a passionné. La Customer Journey d'aujourd'hui, le parcours client, est un parcours qui prend en compte les informations aussi. En effet, nous avons des touch points où on s'en sert moins bien, où on n'est pas terrible. Mais bon, il faut savoir aussi que la communication est très importante et que nous informons sans cesse nos clients. Les clients sont informés, ils savent aussi quels sont les potentiels d'amélioration que nous voyons et quels sont les points que nous allons améliorer. Merci. Il y a une prochaine question, toujours pour M. Lehmann. Est-ce que le parcours client a beaucoup changé ces années passées? Les années passées, le parcours du client a été fortement marqué par la numérisation. Nous l'avons bien vu dans les commentaires et témoignages aussi. Les clients commandent en ligne. Ce qui est très important, c'est toute cette information qu'on peut se procurer en ligne. Et grâce à cette information, le touch point information a beaucoup changé. Il faut être très, très présent sur les médias sociaux. Nous sommes présents sur Google. Il faut fournir énormément d'informations. Ce que nous faisons également, ce sont des ce que nous avons. Vous faites beaucoup de sondages, n'est-ce pas? Moi-même, je reçois beaucoup de sondages aussi et souvent, je réponds même pas à ces sondages parce que souvent on veut nous vendre des choses. Comment vous gérez ce genre de questions et de situations? Que faites-vous?
pour que le client participe quand même à ces sondages et qu'il ne les évite pas? Oui, bonne question. Pas évident. En particulier, je n'ai pas non plus toujours envie de répondre sous sondage. Les années passées, nous avons beaucoup appris. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous ne posons plus de questions aux clients qui ne savent pas répondre à ces questions. Ça, c'est déjà une astuce. C'est pourquoi nous avons décidé d'entrer en profondeur de tous ces processus. Et c'est sûr que les seules personnes qu'on va interroger, ce sont les clients qui ont une bonne relation avec nous. On ne pose pas des questions à n'importe qui. Et souvent, c'est à l'intérieur du processus qu'on essaye d'être mieux que le client l'attend. On veut surprendre positivement le client, ainsi le client est prêt à nous aider en répondant à ces questions parce qu'on l'a surpris de manière positive. En règle générale, nous avons un retour très élevé, retour à nos questions. Je vous remercie beaucoup de vos réponses, Monsieur Lehmann. Gentiment, nous en venons à la fin de notre exposé et au temps qui nous reste. Malheureusement, il faut en venir à une fin pour des raisons de temps. Malheureusement, on a dû sélectionner quelques-unes des questions soulevées. S'il y a d'autres questions, et si vous avez des questions urgentes auxquelles vous voudriez bien avoir une réponse rapidement, nous vous donnons la possibilité de poser ces questions via email. On va ensuite vous afficher l'adresse à laquelle vous pouvez envoyer cette adresse. Je saisis l'occasion pour remercier tous nos sponsors. Panasonic, Monsieur Rose, Lehmann, Winterberg, merci beaucoup de vos inputs fort précieux et nous vous remercions également tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices derrière les coulisses. Nous vous remercions de votre participation active et nombreuse. Nous espérons que vous avez pu profiter de la séquence d'aujourd'hui. Et on serait fort heureux si vous optiez pour le contrôle de la stratégie bois-forêt 4.0. Le lien en direction de ce chèque vous sera affiché une fois de plus sur le transparent suivant. Ensuite, nous espérons vous revoir le 28 octobre 2020 pour la prochaine séquence qui sera consacrée aux connexions numériques forêt et premier niveau de transformation forêt et bois 4.0 en route pour l'avenir. Le Centre de compétences forêt 4.0 de l'Allemagne vous présentera son projet et vous montrera comment fonctionne leur application numérique. Ils vont vous présenter leur système Smart InfoSwatch. Ils vont vous présenter une application Google. Comment on peut appeler au téléphone la forêt? Au nom de l'équipe Forêt et Bois 4.0, nous vous souhaitons une belle soirée. Merci beaucoup.